Bonjour à tous, on est le samedi 30 juillet, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end sur CNews, il est quasiment 7h, 6h56. Bon réveil surtout, on est ensemble jusqu'à 10h avec des interviews, des débats, de l'actu évidemment pour commenter cette actualité autour de la table. J'accueille Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et face à Arnaud Benedetti, William Tay, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, on va jeter un coup d'œil à la météo avant les titres. Une météo ensoleillée et surtout de plus en plus chaude. On voit ça tout de suite avec vous, Claire Delorme. Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, des températures de plus en plus chaudes et surtout à nouveau un ciel très lumineux, très ensoleillé, à l'exception quand même du sud-ouest où quelques nuages un peu épais auront tendance à s'accrocher, mais également vers la pointe du Finistère et quelques brumes matinales, mais qui auront tendance à très vite se dissiper dans le courant de la journée. La preuve, dans l'après-midi, c'en est éloquent. Presque rien à raconter, si ce n'est que quelques nuages auront tendance quand même à circuler du sud-ouest en remontant vers les régions du nord. Bon, ça restera quand même assez nébuleux près de la pointe du Finistère. Et ensuite vers les massifs des Alpes. Mais sinon, le vent continuera de souffler entre Corse et continent avec des pointes sensibles, même fortes, jusqu'à 70 km/h, mais au prix d'un temps beaucoup plus ensoleillé. Pour les températures en matinée, donc ça restera quand même encore chaud en Méditerranée. 23 degrés au lever du jour du côté de Nice. Bon, ça sera quand même beaucoup plus frais en allant vers le nord. 12 degrés que ce soit à Brest ou encore vers la Champagne. 18 degrés près de Paris. Et donc dans l'après-midi, à nouveau, les températures grimpent. Et donc surtout encore de fortes chaleurs dans le bassin méditerranéen. 35 degrés, voire plus localement. Donc ça se passe du côté de Marseille, mais aussi en direction de Montpellier. Ça sera en revanche beaucoup plus clément, et ceci avec un petit effet de brise près de Brest avec seulement 22 degrés. 26 degrés également du côté du Pays Basque, mais prévoyez tout de même 31 degrés pour la capitale cet après-midi. Et à la une de votre journal de 7 heures, l'État peut-il reprendre la main dans les quartiers gangrénés par l'insécurité? C'est ce que va tenter de prouver aujourd'hui Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur se déplace à Lyon à la rencontre des forces de l'ordre et des riverains du quartier de la Guillotière. Qu'attendent-ils du gouvernement, les habitants? Nous serons sur place dans un instant avec Marine Sabourin et Sacha Robin. Malgré un arrêté du Conseil d'État, le Burkini fait son entrée dans une piscine municipale de Grenoble, soutenu par la mairie écologiste. Éric Piolle, le maire, se défend de ruser avec nos lois fondamentales qu'il assure respecter. L'opposition crie au séparatisme. On en débat ce matin sur ce plateau. Plus de 6% d'inflation en un an. Comment profiter de vos vacances alors que tout coûte plus cher cet été? Le carburant, l'alimentation, les sorties. On est allé enquêter en Vendée, au Sable d'Olonne, et on a compilé toutes vos astuces pour vous en sortir sans dérapage budgétaire. Le reportage est à suivre dans ce journal. Gérald Darmanin face à la colère des habitants du quartier de la Guillotière à Lyon. 10 jours après l'agression de 3 policiers, le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Aujourd'hui, une rencontre est notamment prévue avec les forces de l'ordre et les riverains. Marine Sabourin, bonjour. C'est vous qui suivez le ministre aujourd'hui pour CNews. Il va y avoir déjà du boulot pour convaincre les habitants de l'action du gouvernement. Il y a un programme chargé aujourd'hui pour Gérald Darmanin. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, Anthony, un programme chargé. Gérald Darmanin est attendu ici aux alentours de 9h. Il doit se rendre dans le centre de rétention de Lyon aux alentours de 9h30, puis au commissariat du 3 et 9e arrondissement de la ville. Il déjeunera ensuite avec les policiers qui ont été agressés il y a maintenant 10 jours. Et puis, il ira à la préfecture du Rhône. Enfin, il se rendra ici à 14h30 pour échanger avec les habitants et les commerçants du quartier. Gérald Darmanin qui a annoncé un renforcement des effectifs, plus 70 policiers à Lyon. Et puis également un nouveau centre de rétention qui devrait voir le jour l'année prochaine avec 140 places disponibles. Merci Marine Sabourin, merci également à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Quelles sont les attentes des habitants dans ce quartier gangréné par la délinquance, le quartier de la Guillotière? Ont-ils espoir que cette visite puisse changer quelque chose? Nous sommes allés enquêter avec Jeanne Cancard, Olivier Gangloff et Mickaël Dos Santos. La présence des policiers est la bienvenue, mais elle ne suffit plus. Lassés par l'insécurité, la saleté et les rixes, les habitants de la Guillotière en attendent plus, même si leurs espoirs sont minces. C'est un pansement qui vient cacher la blessure, mais après, la blessure en elle-même n'est pas traitée, quoi. On sent que la tension monte. J'ai l'impression qu'il faut un accident très grave avant que ça change les choses, et j'ai pas envie d'être impliquée dans cet accident très grave. La confiance des habitants vis-à-vis des élus diminue de jour en jour. Beaucoup sont ceux qui ne croient plus aux promesses du gouvernement, ni à celles du maire de la ville.
J'ai l'impression que sa tout ça, dignité. c'est anecdotique. Parce que Ça résoudra jamais rien. Bah- Ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans, mais c'est anecdotique. J'ai jamais eu peur pour moi. Je suis pas, voilà. C'est pour lui en fait. Mais bien sûr. Il a 6 semaines, je me dis, mais dans quel monde je viens de le catapulter ce bébé? En parallèle, certains saluent l'effort fourni. Là, on a les forces de police municipale, les forces de police nationale. Et voilà, les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Restent enfin les plus optimistes. Alors je fais appel à tout individu, respectez la loi. Respectez la loi, si vous ne pouvez pas partir, c'est tout. Habitants et commerçants pourront faire entendre leur voix auprès de Gérald Darmanin. Une rencontre est prévue à 14h à la préfecture du Rhône. On sent quand même que les habitants sont sceptiques quant à l'action du gouvernement, mais aussi de la mairie de Lyon, la mairie écologiste de Grégory Doucet. On voit cette habitante qui dit un jour il va y avoir un drame, moi je ne veux pas faire partie de ce drame. Une autre habitante qui parle de son enfant qui a seulement 6 semaines. Voilà les conditions, l'environnement dans lequel je vais devoir élever mon enfant. Est-ce que vous comprenez cette perte de confiance, William Tedd, des habitants face aux autorités publiques ? Je les comprends tout à fait parce que ça n'arrive pas qu'à Lyon. Ce même problème, vous pouvez le décrire à Nantes, auquel vous ne pouvez pas aller au centre-ville sans vous faire agresser le soir dans certains quartiers, et même au centre-ville. J'ai fait mes études une partie à Lille, c'est très compliqué dans certains quartiers également. Quand vous habitez à Paris, dans certains quartiers, c'est aussi très compliqué. Et si vous habitez à Marseille, dans certains quartiers, c'est compliqué aussi. Et donc du coup, avec les noms de villes que je vous cite, petit à petit, vous êtes capable de vous dire qu'il y a une similarité. C'est-à-dire que toutes les grandes métropoles françaises sont victimes du même phénomène qui est qu'il y a une augmentation de la délinquance et de la criminalité dans toutes ces grandes métropoles. Alors ce qui veut dire que ça réduit ce déplacement à une opération de communication. Si on entend ça, si c'est que le quartier de la Guillotière qu'on vient saupoudrer de forces de l'ordre. Et c'est pour ça qu'à chaque problème, en fait, on a un déplacement ministériel, un déplacement gouvernemental. Et donc, du coup, c'est pour ça que les Français n'y croient plus, parce que pour que les Français y croient, il faut qu'il y ait un changement. Et les Français savent que pour résoudre ce problème qui est très compliqué sur la question de la délinquance, il faut avoir du courage politique et il faut nommer les choses. Pourquoi est-ce qu'il faut nommer les choses ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je vous ai cité autant d'exemples ? Quand vous prenez tous ces quartiers-là et toutes ces villes-là, il y a une similarité, il y a un lien qui est frappant, c'est un lien qui est direct entre l'immigration et la question sécuritaire. Et comme cette question est très sensible, il n'y a aucun gouvernement et aucun élu politique qui voudra s'attaquer à cette question. Alors vous voyez qu'il inaugure aujourd'hui aussi un centre de rétention administrative, d'ailleurs. Les deux questions sont liées, donc il commence à y aller parce qu'il a peut-être des ambitions présidentielles en vue de 2027, Gérald Darmanin. Mais est-ce que vous vous imaginez un élu écologiste ou socialiste ou un élu macroniste s'attaquer à cette question et dire qu'il y a un lien entre l'immigration et la question sécuritaire ? Je ne pense pas. Et tant que vous ne nommez pas les choses, vous êtes incapable de résoudre les problèmes. Ensuite, une fois que vous avez nommé ce problème, ça peut pas dire que toutes les questions migratoires reposent sur cette question-là. Il y a de la bonne immigration. Mais tant que vous ne répondez pas à cette question-là, vous n'êtes pas capable d'agir. Donc il faut répondre à la question migratoire et ensuite après restaurer l'autorité de l'État. Pour restaurer l'autorité de l'État, il faut un couple justice police qui fonctionne efficacement. Les policiers font de leur maximum au vu de leurs moyens pour attraper les délinquants. La difficulté, et vous invitez beaucoup les policiers qui décrivent le même phénomène, c'est qu'à chaque fois ils attrapent les délinquants et ils se déplorent que 48 heures plus tard ils sortent parce que les peines ne sont pas appliquées. Je pense qu'il faut durcir les peines, qu'elles soient exemplaires, quitte à ce qu'elles soient disproportionnées, il faut montrer l'exemple parce que la politique publique devient de plus en plus psychologique. Il faut envoyer des signaux qui soient très forts et adresser un message aux délinquants en disant une fois que vous commettez un acte, vous êtes certain de pouvoir le payer le lendemain. Arnaud Benedetti, Grégory Doucet, je voudrais vous soumettre justement ce tweet de Grégory Doucet, le maire de Lyon, et vous poser cette question. Est-ce qu'il est sincère dans son engagement contre l'insécurité, lui, de son côté ? Parce qu'il a été, à la veille du déplacement de Gérald Darmanin, il s'est rendu aussi, lui, dans le quartier de la Guillotière pour parler. Et il explique, voilà, Darmanin se rend demain à Lyon, dit-il. 300 policiers nationaux nets en plus, c'était son engagement il y a 2 ans à ma demande. C'est ce que nous attendons encore. Je ne serai pas présent. Donc, il ne sera pas là aux côtés du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas de ministre dont nous avons besoin, mais de plus d'effectifs. Est-ce qu'il est sincère, Grégory Doucet, dans cet engagement ? Non, mais moi, je ne vais pas lui faire un procès en insincérité. Je crois qu'on peut le créditer d'une forme de sincérité, sauf que la philosophie qui est la sienne et les moyens qu'il veut mettre pour résoudre ce problème ne sont certainement pas ceux qu'il faut pour permettre de résoudre ce problème. Alors pourquoi il ne va pas à côté du ministre de l'Intérieur dans
ce cas-là. Mais le ministre de l'Intérieur, enfin, de toute façon, je veux dire, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a deux choses importantes dans votre reportage. Deux interlocutrices qui disent des choses essentielles. Il y en a une qui dit à M. Doucet, finalement, c'est anecdotique, tout cela. Et elle a raison, c'est anecdotique à la fois, la visite du maire est anecdotique, elle est nécessaire et indispensable parce qu'il est maire de sa ville, il est normal qu'il soit présent lorsqu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes dans un certain nombre de ces quartiers, mais c'est anecdotique sur le fond, parce qu'on sait très bien que ça ne changera rien, cette visite, au fond du problème. Et je dirais que la visite de M. Darmanin est totalement anecdotique également. Finalement, qu'est-ce que fait M. Darmanin en venant à Lyon? Il fait ce que faisait Nicolas Sarkozy en son temps, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il va tout simplement montrer qu'il est engagé fermement, de manière déterminée, dans la lutte contre l'insécurité. Certes, oui, en effet, c'est normal qu'un ministre de l'Intérieur, là aussi, se déplace lorsqu'il y a des difficultés. Mais le sentiment qui se dégage aujourd'hui, et que, encore une fois, ce reportage montre bien, c'est que, finalement, les riverains, les administrés, les citoyens dans leur ensemble n'y croient plus et voient dans ces opérations, finalement, qu'il s'agisse de l'opération du maire ou de l'opération du ministre de l'Intérieur, à tort ou à raison, peu importe, mais ils y voient essentiellement des opérations de communication pour calmer le jeu sur le moment. Donc, manifestement, est-ce que ça mériterait pas un petit peu plus d'unité, tout ça? Manifestement, c'est insuffisant. Alors, ensuite, oui, alors il y a un autre élément qui est important, encore une fois, dans le reportage, c'est que vous avez une de vos interlocutrices qui dit, finalement, ceux qui ne respectent pas la loi doivent partir. Et on rejoint ce que dit William T, c'est-à-dire qu'en effet, il y a vraisemblablement de la part, de la perception même d'un certain nombre d'habitants de ces quartiers, le sentiment, pas le sentiment, l'idée qu'il y a un lien entre vraisemblablement une forme d'immigration et l'insécurité. C'est d'autant plus intéressant que la personne qui vous le dit est elle-même issue de la diversité. Donc ça veut dire que ce lien, il est perçu aujourd'hui de manière majoritaire par la population, mais que les dirigeants, en tout cas un certain nombre de dirigeants, ne veulent pas, parce que tout simplement ils sont enfermés dans le carcan du politiquement correct, le mettre sur la table. Donc vous voyez bien que sur ce sujet aujourd'hui, on a finalement des réponses qui sont insuffisantes en ne se posant pas les bonnes questions. Et c'est ce qui fait que vraisemblablement la situation va perdurer et malheureusement va encore accroître le fossé entre une partie de la population, une partie des Français et sa classe dirigeante et sa classe politique. Allez, dans le reste de l'actualité, la polémique qui se poursuit autour du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Malgré l'interdiction prononcée par le Conseil d'État le 21 juin dernier, ce jeudi matin, des femmes en maillot intégral ont pu se baigner dans une piscine du centre-ville. Le personnel de l'établissement a reçu des consignes de la mairie en ce sens. Les vêtements ont été autorisés malgré leur longueur car le tissu de bain, se justifie-t-on, était suffisamment près du corps. Toute personne avec un tel maillot est admise, quelle que soit la longueur du vêtement. Les explications avec Marie Conan. Elles étaient voilées de la tête aux pieds. Pourtant, malgré leur maillot intégral, un petit groupe de femmes a été autorisé à se baigner dans cette piscine municipale du centre de Grenoble. Une opération burkini qui a fait bondir l'opposition. Nous avons un maire qui a été condamné par le tribunal administratif, dont la décision a été retoquée par le Conseil d'État. Et donc, il y a eu 2 étapes judiciaires importantes qui lui induisent de cesser ces provocations et de cesser ce séparatisme et qui poursuit d'une façon directe ou indirecte en l'autorisant. L'élu a d'ores et déjà saisi le procureur de la République, car cet acte contrevient selon lui à l'arrêt du Conseil d'État du 21 juin. Il interdisait le burkini dans les piscines municipales. Mais le maire de la ville a, lui, de cet arrêt, une toute autre interprétation que son opposant. Sur le fond, le Conseil d'État a rappelé que le burkini ne pouvait pas être interdit pour des raisons de laïcité. Il a confirmé qu'on pouvait faire des dérogations et il a considéré que la dérogation, non pas des maillots couvrants, mais juste des jupettes, comme on interdisait les shorts, avoir une jupette, c'était dérogatoire et que donc cette dérogation était excessive. Sur les 7 femmes qui s'étaient présentées voilées à la piscine municipale, 2 ont été refoulées car leur burkini comportait une jupe. Les autres, dont le maillot intégral était près du corps, ont été autorisés à se baigner. Alors Éric Piolle qui dit « Je ne suis pas de ceux qui veulent ruser avec le principe des lois fondamentales ». Bon, un peu quand même. Je pense qu'il défie l'État, il défie le Conseil d'État sur sa décision.
Éric Piolle, j'hésite. Il joue, j'ai envie de dire, il défie. Il joue peut-être aussi au plus malin et à ce que la loi ne prévoit pas non plus. C'est peut-être ça aussi la question. Oui, mais on ne joue pas sur ces questions-là, parce que c'est la question de l'islamisme radical. Sur cette question-là, Éric Piolle, soit est un idiot utile, soit c'est un traître. En fait, ça dépend s'il est conscient ou pas. Parce que quand vous jouez sur ces questions-là, vous jouez sur la promotion de l'islamisme. La République française, c'est basé sur des principes et sur la question de la Déclaration des droits de l'homme, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez qu'on promeut l'égalité entre les hommes et les femmes en permettant sur la question du burkini, en sachant qu'une grande partie des femmes se faut imposer le port du burkini, comme sur la question du voile. Moi, on me raconte à plusieurs reprises, notamment dans les transports, que des personnes ne portent par exemple pas le voile jusqu'à certaines stations avant de porter le voile, avant d'arriver sur certaines stations du RER B, évidemment à certaines destinations, pour ne pas se faire stigmatiser par la population locale. Et donc sur ces questions-là, est-ce qu'on permet aux femmes d'émanciper en permettant ce type d'accès ? Est-ce qu'on ne permet pas, à travers les actions d'Éric Piolle, de promouvoir l'islamisme dans la mesure où en fait il se fait un agent, c'est quasiment un agent électoral de l'islamisme. Moi je pense qu'Éric Piolle le fait pour des raisons électorales. Je pense que c'est un idiot utile, mais il le fait aussi parce que... C'était ma question, est-ce que... Il le fait sur des questions électorales parce qu'il a besoin, notamment, c'est le point que je mentionnais tout à l'heure, dans la mesure où on a organisé l'immigration française d'une certaine manière pour la regrouper autour de certaines métropoles et autour de certaines villes, il cible un électorat très clairement musulman en vue de s'assurer le maintien du contrôle de Grenoble dans les années à venir, parce que dans la mesure où plus on passe au travers des années, plus la part d'augmentation musulmane dans ces villes-là devient de plus en plus importante, et il pense qu'en s'adressant de cette communauté-là, de cette manière-là, il va pouvoir défendre leurs intérêts et donc s'assurer leur voix en vue des prochaines élections. C'est ce qui s'appelle l'islamo-gauchisme et des maires complaisants. Alors, j'ai peut-être même aller encore plus loin avec vous, Arnaud Benedetti, vous me dites ce que vous en pensez, mais est-ce que, effectivement, au-delà de vouloir exister politiquement à travers ce genre de décision et ce genre de coup d'éclat, ce genre de publicité autour du burkini, est-ce que c'est aussi pour faire exister politiquement la famille écologiste qui est en ce moment quand même mangée à l'Assemblée par la NUPES et la France Insoumise surtout ? Oui, j'extrapole un petit peu, mais c'est pour aller un petit peu plus loin. Oui, peut-être. Est-ce qu'il faut y voir, si vous voulez, une intention nationale dans un contexte, en effet, où on voit plutôt que la France insoumise, aujourd'hui, a imposé son leadership à la fois politique et médiatique sur la gauche. Il y a peut-être, en effet, cette motivation-là. Mais je crois que c'est vraisemblablement insuffisant pour expliquer, finalement, l'attitude de M. Piolle. Je crois que M. Piolle, là, en l'occurrence, vous avez une forme de clientélisme qui rejoint son idéologie d'une certaine manière. Monsieur Piolle est quelqu'un qui considère que, de toute façon, la société française doit s'accommoder et s'acculturer à un certain nombre de pratiques. La conception qu'il a, finalement, de la cohésion de la société française, c'est une conception très anglo-saxonne en la matière, et c'est celle qu'il promeut et qu'il ne cesse de promouvoir à la fois dans ses discours et dans ses actes. Et j'allais dire, il a une logique politique qui, me semble-t-il, a au moins la cohérence de ce point de vue-là. Et après, en effet, il s'agit d'une véritable provocation. Le tribunal administratif et le Conseil d'État ont clairement explicité les choses il y a maintenant quelques semaines. Ils rusent évidemment avec l'interprétation et la lecture que font à la fois le tribunal administratif et le Conseil d'État, et ils donnent des gages, en effet, à un électorat dont ils considèrent qu'il est absolument essentiel pour s'assurer d'éventuelles réélections et de s'assurer du contrôle de sa ville. Je rejoins tout à fait et je souscris tout à fait à ce qui a été dit il y a quelques instants. Donc on est dans une démarche qui est à la fois clientéliste, idéologique, et qui est d'une certaine manière assez inquiétante, en l'occurrence, parce que ça signifie qu'une partie de la gauche a renoncé à ses valeurs et à ses fondamentaux. Parce qu'il y a deux problèmes aussi que quand même soulève le burkini. Le premier problème, c'est un problème d'hygiène, il faut le dire clairement, en l'occurrence. Et le deuxième problème, c'est le statut de la femme. Et voir la gauche aujourd'hui, finalement, accepter des formes de domination qui sont des formes de domination explicites sur la femme, c'est quand même un recul et un retour en arrière qui est tout à fait considérable et qui en dit long, encore une fois, sur l'état de la gauche dans ce pays. Ce qui nous amène à 7h15 et au rappel de l'actualité, c'est avec vous, Elisa Lukavski. Bonjour. Le Sénat a adopté hier le projet de loi d'urgence en soutien au pouvoir d'achat, ce premier volet du paquet de mesures pour faire face à l'inflation qui a dépassé, pour rappel, la barre des 6%, a été amendé par le Sénat. Le gouvernement table sur une adoption définitive d'ici au 7 août. Les incendies en Ardèche et l'homme placé en garde à vue mercredi a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu qui ont ravagé 1200 hectares et mobilisé jusqu'à 600 pompiers. Ce quadragénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire pour incendie volontaire, un crime puni d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle.
Et puis du tennis, c'est le gros coup de Caroline Garcia, la Française qui a éliminé la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Świątek, à domicile en quart de finale du tournoi de Varsovie. Une victoire 6-1, 1-6, 6-4. Elle affrontera dans le dernier carré l'Italienne Jasmine Paolini. Caroline Garcia qui vise à Varsovie le 8e titre en simple de sa carrière. Ils ont échappé de peu à la taxe sur les super profits, alors ils ont consenti un coup de pouce à la pompe pour les automobilistes. Leclerc, Casino, Total Energy, les distributeurs de carburant rivalisent d'annonces pour attirer les conducteurs dans les stations ce week-end de chassés-croisés sur les routes. Est-ce que cet effort vous satisfait, vous ? Et puis surtout, est-ce qu'il s'agit d'un réel effort finalement pour ces enseignes qui se font aussi un bon coup de pub par la même occasion ? Regardez notre reportage avec Inès Alicane et Nicolas Vinclair. Face au coût important des carburants, les enseignes donnent un coup de pouce aux usagers, comme Leclerc, qui lance son opération carburant à prix coûtant et ne se fera donc aucune marge sur la vente des carburants. Total propose une remise de 12 centimes par litre de carburant. Elle passera à 20 centimes par litre début septembre. De son côté, Casino propose du carburant à 85 centimes le litre, en versant la différence avec le prix réel sous forme de bon d'achat. Une aubaine pour certains automobilistes à la pompe. C'est déjà mieux, on va pas cracher dessus. Mais bon, s'ils peuvent encore faire plus d'efforts, franchement, ça serait un grand plaisir pour nous. C'est une bonne chose que le prix de l'essence diminue. D'autres, en revanche, espèrent un effort supplémentaire. Le prix de l'essence au litre est beaucoup trop cher. Je pense qu'ils pourraient faire un effort plus qu'ils le font actuellement. Ne serait-ce que payer leurs impôts, c'est un bon début. Un rabais plus avantageux pour les entreprises que le prélèvement d'une taxe sur les super profits selon les spécialistes. Quand il y a moins de prix en quelque sorte, il y a plus de volume. C'est une règle très connue. Donc ce qu'ils pourraient perdre quelque part en chiffre d'affaires, ils vont le récupérer en un deuxième temps, puisqu'il y aura plus de consommateurs en un deuxième temps qui vont plus aller à la pompe et qui vont plus partir en vacances par conséquent. De son côté, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la prolongation de la ristourne de 18 centimes par litre jusqu'au 31 août. Alors finalement, coup de pouce ou coup de pub ? Les deux. Les deux, mais c'était nécessaire et il était important qu'il le fasse pour montrer l'engagement national dessus. Moi, je pense que c'est important de mettre le paquet sur la question du prix de l'essence dans la mesure où, si vous comparez ce qui s'était passé dans les années 70 avec les deux chocs pétroliers, la croissance française est intimement liée à la question de la consommation énergétique. Donc moi, je suis contre tout ce qui est rationnement énergétique, sobriété, etc. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que ça incite les consommateurs français à ne plus consommer, en tout cas à ne pas engager dans un processus de consommation. Je pense qu'il faut inverser la logique. Il faut produire plus, consommer plus et refaire partir notre machine par le haut et non pas niveler tout le monde par le bas. C'est mieux de laisser les distributeurs agir eux-mêmes sur le prix des carburants que d'avoir instauré une taxe sur les super profits qui aurait peut-être amené une forme d'instabilité fiscale dans le pays. Oui, alors je ne sais pas, en tout cas politiquement, manifestement pour aujourd'hui ces grandes marques, c'est pour eux absolument indispensable parce qu'en effet, bon, il y a une question d'image, il y a une pression de l'opinion publique et il y a une pression en effet du politique, puisqu'on a vu lors notamment de la discussion de la loi de finances rectificative budgétaire, un certain nombre de groupes parlementaires et de parlementaires plaider pour l'instauration d'une taxe, au moins à titre transitoire, sur les bénéfices de ces sociétés. Donc c'était absolument indispensable. Est-ce que ce sera suffisant sur la distance ? Ça, je n'en suis pas du tout sûr. Et le débat sur la taxe reviendra inévitablement. Allez, on va rester sur la thématique des vacances et du pouvoir d'achat. Comment profiter de l'été alors que tout coûte plus cher ? Vous allez le voir, malgré l'inflation, on veut tous garder nos petits plaisirs, notamment aller au restaurant le soir, et c'est bien compréhensible. Alors, quelles sont vos petites astuces pour éviter le dérapage budgétaire ? Élément de réponse avec notre reportage Sous le soleil de Vendée. Il est signé Jean-Michel Decaze. Au Sable d'Olonne, cité du Vendée Globe, la plage, c'est gratuit. La mer, c'est gratuit. Le soleil, gratuit lui aussi. Pour les autres plaisirs, en premier lieu la cuisine, le truc tient en deux mots, ticket, restaurant. Toute l'année, j'ai stocké des sous sur ma carte ticket restaurant et je l'ai utilisé pendant les vacances. Et ça vous permet donc d'aller au restaurant ? D'aller au restaurant, oui, régulièrement avec mes enfants. Ça fait un petit plus. Cette année, les touristes plébiscitent le Remblai pour leur sortie du soir.
J'ai profité des activités gratuites qui sont proposées sur le remblai, des chanteuses, des acrobates, des clowns, il y a tout, il y a pour tout le monde et tous les âges. Après on peut donner une petite pièce, c'est parce que c'est des artistes bénévoles qui ne sont pas rémunérés par la mairie. Et pour ceux qui ne comptent pas, il y en a quelques-uns, sans pour autant être très riches, il y a la bonne vieille méthode. On économise à l'année et vu que c'est une semaine de vacances dans l'année, on se fait plaisir. Sur le marché à la brocante, les commerçants notent que les affaires sont plus difficiles à conclure. Les gens comptent, ils marchandent, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais il faut être optimiste, normalement on devrait sauver la saison. On négocie et on achète des objets moins coûteux, entre 5 et 10 euros. Le panier moyen a baissé de 20 à 30%. Et pour ceux qui partent en vacances aujourd'hui, courage, le soleil est au bout de la route, même si la route est longue. Et ce n'est pas Perrine Martin qui va nous dire le contraire. Bonjour Perrine Martin. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe sur Radio Vinci Autoroute. On va justement faire le point avec vous ce matin sur CNews. Déjà, quelle est la situation à l'heure où l'on se parle sur les routes de France? Est-ce qu'on a déjà des bouchons? Oui, exactement. Et depuis tout ce matin, les vacanciers ont pris la route bien finalement. Pour certains, dès le milieu de la nuit, ce qui fait que le trafic se charge et nettement, il n'est que 7 heures. Mais oui, avant de retrouver la plage, il y aura des bouchons. Alors, si l'on regarde un petit peu au départ de l'Île-de-France et surtout sur l'autoroute A10, depuis Paris, direction Bordeaux, que le gros du trafic se concentre. Pour le moment, en tout cas, les seuls bouchons que l'on observe sont du côté d'Orléans. Et sinon, autour des grandes villes comme Bordeaux, bien entendu, il y a l'autoroute A7, la fameuse descente de la vallée du Rhône, l'autoroute A7 entre Lyon et Marseille, où là, vous l'observez, du monde depuis tôt, comme je vous le disais. Je peux vous donner même un temps de bouchons cumulés. Déjà, oui, sur cette autoroute A7, on est à 1 heure de bouchons cumulés entre, je vous le disais, Lyon et le secteur d'Orange. De plus en plus de monde. Pas d'accident, et ça, c'est une très bonne chose, car malheureusement, le moindre accident aujourd'hui, en cette journée classée noire, risquera de compliquer très fortement la donne. Il faut s'attendre à quoi aujourd'hui? Il faut s'attendre à davantage de bouchons encore par rapport à ce matin? Bien entendu, là nous sommes surtout concentrés sur des départs en vacances et puis il y aura les retours. Les premiers retours cet après-midi. Alors l'heure de pointe, elle est pour 11h, fin de matinée. Et puis cet après-midi, il faut s'attendre à du monde plutôt autour des 17-18h dans l'autre sens de circulation. Mais enfin, c'est une journée où voilà, c'est un chassé-croisé comme on l'attend, le traditionnel de l'été. Et puis vous l'avez dit, le drapeau noir est sorti. Donc autant vous dire que oui, les bouchons malheureusement seront au rendez-vous. Dernière petite question, Perrine Martin, des conseils à donner aux automobilistes aujourd'hui? Alors bien entendu de prendre de l'eau, là je crois que ça fait partie des basiques, mais c'est très important puisqu'il continue de faire très chaud. Et puis surtout, conseil sécurité sur la route, maintenez vos distances de sécurité. Qu'il est long d'être dans les bouchons, qu'il est agaçant d'attendre et d'être les uns derrière les autres comme on l'est. Pour autant, ça ne sert à rien de pousser le véhicule qui est devant quand on sent qu'on reprend un petit peu de vitesse. N'insistez pas, en fait, si ça n'avance pas devant, c'est que ça n'avance pas tout court et qu'il est vraiment très important de maintenir ses distances pour éviter justement ce fameux accident qui viendrait vraiment compliquer les choses. Merci Perrine Martin, rédactrice en chef adjointe sur Radio Vinci Autoroute. On vous retrouve à 9h tout à l'heure pour faire un nouveau point sur ce qui se passe sur les routes pour les Français qui partent en vacances. Alors peut-être justement allez-vous en direction de Bayonne aujourd'hui, profiter des férias qui se terminent ce dimanche. Les fêtes de Bayonne célèbrent leurs 90 ans et puis surtout elles reviennent après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Des dizaines de milliers de personnes sont au rendez-vous depuis mercredi, évidemment habillées, vous le voyez sur ces images, de rouge et de blanc. Les images commentées par Inès Alicane. En chœur, sur les airs de la Peña Bayona. Cet hymne de l'équipe de rugby l'Aviron bayonnais, qui est aussi la chanson phare de ces fêtes. Vêtus des traditionnelles couleurs blanches et rouges, ils sont des milliers à s'être rassemblés pour ces fêtes de Bayonne. Annulées ces 2 dernières années à cause du Covid, alors certains sont venus de loin pour y assister cette année. C'est génial, franchement on n'est pas déçus, on a fait 3h30 de route, c'est génial. C'est la première fois qu'on voit, c'est très bien, impeccable. C'est des belles fêtes, ça fait longtemps qu'on les connaît, c'est des belles fêtes. C'est vraiment des fêtes géniales, tu vois. C'est comme à Mont-de-Marsan, Dax et Pompoul, voilà. C'est des belles farias, c'est bien. Durant ces fêtes, plus de 1000 musiciens sont dans les rues bayonnaises.
Grâce à eux, la musique et la culture basque retentissent sur les podiums et dans les quartiers de la ville pour célébrer le 90e anniversaire des fêtes de Bayonne. Des fêtes qui se poursuivent jusqu'à dimanche. Bon, si toutefois vous ratez les fêtes de Bayonne, il y a encore les fêtes de Dax aussi après, et ce sera du 11 au 15 août. Je serai d'ailleurs sur place, c'est très sympa comme ambiance, comme atmosphère, on vient de le voir sur ces images. Vous restez avec nous, Arnaud Benedetti et William Tay. On va revenir dans un instant, et je vous poserai cette question. Les députés insoumis ont-ils perdu leur bon sens alors qu'une loi visant à supprimer les contenus à caractère terroriste a été votée cette semaine à l'Assemblée, supprimer les contenus à caractère terroriste sur Internet, je précise. Ils déposent un recours auprès du Conseil constitutionnel contre cette loi au nom de la liberté d'expression. On va en débattre juste après la pause dans un instant. 7h30, toujours avec William Tay, président du Cercle de réflexion Le Millénaire, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Autre question que je voulais aborder avec vous ce matin, et ça fait partie des titres de votre journal. Les députés insoumis ont-ils perdu leur bon sens alors qu'une loi visant à supprimer les contenus à caractère terroriste sur Internet a été votée cette semaine à l'Assemblée? Ils déposent un recours auprès du Conseil constitutionnel. La France insoumise estime que cette loi porte atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Le timide retour de Napoléon Ier sur la place de l'Hôtel de Ville à Rouen. Après 2 ans d'absence pour restauration, sa statue équestre a été replacée là, en catimini, par la mairie socialiste. La mairie qui espérait, il y a quelques mois encore, pouvoir la faire remplacer et la recaser sur une zone un petit peu moins passante. La France a-t-elle un problème avec son histoire? On en débat sur ce plateau. Et puis enfin, la sécheresse qui frappe la quasi-totalité de la France métropolitaine. 93 départements sont placés en état d'alerte. La moitié d'entre eux sont même en situation de crise avec de fortes restrictions d'usage d'eau. On fera le point dans ce journal avec Claire Delorme. Donc cette question, les insoumis font-ils preuve d'irresponsabilité à l'Assemblée nationale? Les députés LFI ont déposé ce vendredi un recours devant le Conseil constitutionnel contre une loi adoptée cette semaine par le Parlement, une loi qui doit contraindre les éditeurs et les hébergeurs d'Internet à retirer dans l'heure des contenus dits terroristes. Cette loi semble relever du bon sens, manifestement pas pour la France insoumise. Regardez ce que dit Gabrielle Catala tout d'abord. Gabrielle Catala, c'est la secrétaire générale du groupe La France insoumise à l'Assemblée. Elle dit « La nouvelle loi Avia porte atteinte à la liberté d'expression et doit être censurée. La liberté d'accéder aux services d'Internet et de s'y exprimer, issue de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit être reconnue comme un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. » Pourtant, cette loi, elle vise à s'adapter à un règlement européen qui est en vigueur depuis le mois de juin dernier. Que dit ce règlement exactement? Toutes les explications avec Michael Dos Santos. Pour l'Union européenne, la notion est assez vaste. Elle considère comme contenu à caractère terroriste en ligne les textes, les images, les audios ou encore les vidéos qui incitent à commettre un acte terroriste, à donner des instructions sur la manière de les commettre, à solliciter la participation à des groupes terroristes ou encore à glorifier des activités terroristes. Aujourd'hui, ces nouvelles règles de l'Union européenne sont nécessaires pour empêcher ces mêmes terroristes de diffuser de la propagande, d'informer sur la fabrication d'explosifs et d'armes, d'inciter des acteurs solitaires à commettre des actes ou encore à faire de la publicité de leurs activités et de les diffuser en direct. Petite particularité de ce règlement européen du 29 avril 2021, il exclut le matériel éducatif, journalistique, artistique ou encore diffusé à des fins de sensibilisation. Arnaud Benedetti, je vous avoue que je suis un petit peu resté pantois face à cette nouvelle. Les contenus terroristes dont on parle, c'est inciter à commettre un acte terroriste, donner des instructions pour les commettre, solliciter des participations, glorifier des actes terroristes. Ça semble, cette loi, relever presque du bon sens. Quand il y a ce type de contenu sur Internet, il faut pouvoir les supprimer le plus rapidement possible. Et là, on a des députés de la France insoumise qui ont recours au Conseil constitutionnel contre cette loi. C'est la règle, ça, ils ont le droit, de recourir, et force est de constater, heureusement même d'une certaine manière, que des parlementaires puissent déférer un certain nombre de textes devant le Conseil constitutionnel. Ça, c'est pas ce qui me choque en l'occurrence. Il faut quand même peut-être, aussi penser qu'un certain nombre d'ONG, notamment, ont pointé du doigt ce dispositif et cette loi. Non pas, en raison de son objectif, qui est tout à fait louable et nécessaire et indispensable, en raison des conditions d'application. C'est-à-dire qu'ils considèrent,
et je laisse de côté la France insoumise, mais je reviens sur, en tout cas, un certain nombre de critiques qui ont été émises. Ils considèrent que finalement, les délais qui vont permettre aux plateformes de retirer ces contenus, qui sont des contenus en effet contestables et délictueux, ne permettent pas véritablement de gérer comme il se doit ce type d'information. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils considèrent que l'intelligence artificielle, les algorithmes vont aller très vite pour supprimer des contenus qui ne devraient pas l'être. Par exemple, des contenus éventuellement journalistiques, en l'occurrence. Donc, finalement, le problème est plus, n'est pas tant quant à l'objectif, mais plutôt quant à l'application, finalement, de ce qui sera fait bien, mais de ces dispositifs. De ces contenus, elle a l'air assez claire, quand même. Oui, mais vous savez très bien comment fonctionnent les plateformes. Hein. Quand il s'agit, en effet, de supprimer un certain nombre de contenus en 1 heure, on voit parfois qu'il y a des contenus qui ont été supprimés et qui, finalement, n'avaient rien de, finalement, infamant ou délictueux. Donc, c'est plutôt, je pense, en l'occurrence, les modalités d'application qui sont, d'une certaine manière, visées plutôt que l'objectif en soi. Alors, je ne parle pas de la position de la France insoumise, que je découvre, comme vous, sur ce plateau, en l'occurrence, mais il y a quand même, malgré tout, un sujet qui peut se poser en la matière. Il n'y a que moi que ça surprend, William Tay je suis surpris, je vais prendre un point technique. Tout dépend, ce que dit Arnaud Arnaud a tout à fait raison sur... en fait, si on s'interroge sur la loi Avia en globalité, c'est-à-dire sur tout le dispositif de la loi Blas, donc qui est sur la question de la haine sur Internet, là effectivement on a une question sur la question des plateformes, sur la question de la censure, etc., dans la mesure où il y a des modalités qui ne sont pas très claires, et surtout c'est à la discrétion des plateformes. Mais là sur le point d'espace, c'est-à-dire que la France insoumise, tout dépend s'ils ont déposé un recours au Conseil constitutionnel contre la loi complète ou uniquement contre une partie des dispositions. Et là, de ce que je comprends de ce que vous dites, c'est uniquement contre le dispositif, contre le contenu terroriste, et ce qui est complètement différent, c'est-à-dire que vous avez le contenu, la loi Avia en globalité, et ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous déposez un recours devant le Conseil constitutionnel, c'est que vous dites que certains articles de la loi sont contraires à la Constitution, et en ciblant spécifiquement le contenu terroriste, il y a quand même un biais idéologique très important, et ça rejoint le combat des insoumis et des amis de Jean-Luc Mélenchon depuis le début de l'émergence de la menace du terrorisme islamique. Quand vous aviez les différentes lois menées par un gouvernement socialiste à l'époque, donc à l'époque François Hollande, Emmanuel Valls, sur la question des lois renseignement, sur les lois sécuritaires, etc., Jean-Luc Mélenchon a toujours été contre en disant que c'était une question d'État policier. Et en prolongement de cette doctrine-là, il considère que c'est une nouvelle fois ce sera un État policier ou un État qui pratiquerait la censure qui effectuerait ce type de mesures. Et donc je pense que c'est un prolongement idéologique de la part de la France insoumise qui considère que toute mesure visant à protéger les Français sur les questions de sécurité supplémentaires serait en fait une pratique en fait fasciste ou quasiment néo-nazie. Et je pense que c'est là en fait le biais de la France insoumise. Si par cas vous voulez lutter contre la liberté d'expression, je pense qu'il est important de lutter contre la liberté d'expression. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas être comme Éric Piolle, un idiot utile au service des islamistes. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous laissez ce type de contenu prospérer très longtemps ? Effectivement, l'avantage de pouvoir se mettre ce type de plateforme, c'est que si par cas il y a une mauvaise décision, et ben vous pouvez faire appel. Mais pas si par cas vous laissez 48 heures, une semaine, un contenu terroriste, et bien combien de personnes, combien de jeunes peuvent être endoctrinés par ce type de mesures, par ce type de discours, et peuvent être ensuite après contraints à faire le djihad. On a vu le nombre de personnes qui étaient parties en Syrie. On parle beaucoup de l'aspect technique, effectivement, de cette loi, mais ne vaut-il pas mieux qu'un contenu soit rapidement supprimé, quitte à ce que la personne conteste derrière, et on rétablit le contenu s'il n'a rien de problématique. C'est mon avis, sur le contenu terroriste. Je pense que plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire on attend une décision de justice en vue de supprimer le contenu, je pense qu'il vaut mieux supprimer le contenu maintenant et ensuite une semaine plus tard éventuellement la personne fasse appel si le contenu était mauvais, parce que si par cas vous laissez une semaine un type de discours proférant des haines et proférant un discours en faveur de l'islamisme le plus radical, des personnes peuvent être endoctrinées, des personnes peuvent voir la vidéo et ensuite ça avait conduit notamment avant 2015 et l'émergence de Daesh plusieurs jeunes Français et des milliers de jeunes Français et des milliers de jeunes Européens partir faire le djihad. Et ensuite, ça nous cause des problèmes à la fois en France et même sur les pays étrangers. Donc je pense que le mieux, c'est de pouvoir appliquer cette loi le plus rapidement possible pour lutter contre ce fléau. Et tant qu'on ne luttera pas contre ce fléau à tous les niveaux, on aura toujours ce problème à régler. Allez, dans le reste de l'actualité, ce jeudi, Napoléon Ier a fait son retour sur la place de l'Hôtel de Ville à Rouen, en Seine-Maritime. Je parle évidemment de la statue équestre de Napoléon Ier. Elle était là depuis 1865. Elle avait été retirée il y a 2 ans pour être restaurée. Et l'hiver dernier, le maire socialiste de la ville en avait profité pour proposer aux habitants de la mettre ailleurs. A-t-il voulu céder quelque part à la cancel culture ? En tout cas, la consultation en ligne des habitants lui a donné tort. On y revient avec Geoffrey Defebvre. Après 2 ans de restauration, la statue de Napoléon trône de nouveau sur la place de l'Hôtel de Ville de Rouen. Une place qu'elle a failli définitivement quitter.
L'année dernière, le maire de la ville avait évoqué l'idée de la déplacer ailleurs pour la remplacer par celle d'une figure féminine comme Gisèle Halimi. Face à la polémique, les Rouennais s'étaient prononcés à 68% pour son maintien. La restauration aura coûté près de 300 000 € à la commune. À nos confrères du Figaro, le maire s'est de nouveau justifié. Croyez-vous que nous aurions investi autant si c'était pour nous en débarrasser ? Après, rien n'empêchait de poser la question de sa place en ville. Pour l'opposition, le retour de la statue aurait symboliquement mérité une cérémonie. Ils l'ont fait revenir en catimini le 28 juillet à 7h du matin, sans prévenir personne, sans que les élus de l'opposition soient informés. Et bien, je pense que cette statue équestre de Napoléon, qui est magnifique, qui a été parfaitement restaurée, aurait mérité un moment festif, populaire et pour nos visiteurs. La statue de l'empereur est présente depuis 1865 devant la mairie de Rouen. Une statue qui revient en catimini, sans cérémonie particulière comme le déplore l'opposition. Est-ce qu'on a un problème aujourd'hui à assumer notre histoire, ce qui a pourtant cimenté notre nation, mais que ce soit dans les bons ou les mauvais côtés finalement? Oui, alors on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Il y a d'autres pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis, où ce type de questions se pose avec la même acuité. La réalité, qu'on importe, donc, oui, qu'on importe d'une certaine manière. Moi, je pense que si vous voulez, ça fait très longtemps qu'on a un problème avec notre histoire, et y compris avec Napoléon, parce que je pense que la grande erreur de Jacques Chirac, par exemple, en 2005, c'est de ne pas avoir voulu commémorer la victoire d'Austerlitz. Donc, même avec des gouvernements de droite et des pays, des majorités de droite, on voit que ce type de questions déjà se posait. Donc, aujourd'hui, il se pose de manière plus intense. Il y a véritablement une offensive qui est menée par des courants qui sont très minoritaires sur l'histoire de France. Comme si, finalement, nous ne devions plus assumer notre passé. Comme si ce passé, nous devions le regarder avec les lunettes idéologiques du temps présent et les lunettes idéologiques d'un certain nombre de factions, surtout en l'occurrence. Vous venez donner la définition de ce qu'était la cancel culture. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, c'est analyser l'histoire avec la sensibilité qui est la nôtre, et encore avec une certaine forme de sensibilité, pas toute la sensibilité contemporaine. Moi, ce que je note, en tout cas, c'est que le maire, en effet, a essayé d'une certaine manière, en catimini, de déplacer cette statue, qu'il n'y est pas parvenu, que sa ville et que ses administrés s'y sont opposés, et qu'en l'occurrence, il a été obligé de la restaurer. Mais je citerai un cas à Paris. Vous savez, dans le 6e arrondissement, à côté de l'Institut, il y a une statue de Voltaire qui a été déplacée maintenant, en principe, pour la restaurer. Cette statue, dans un petit square, juste à côté de l'Institut, elle n'a toujours pas été remise en place. Parce que, et il y a une suspicion, c'est-à-dire qu'on considère que, parce que Voltaire a eu parfois des écrits, notamment, qui aujourd'hui ne correspondent plus, pour un certain nombre de ses écrits, à la sensibilité qui est la nôtre, on considère que le fait de remettre cette statue pourrait, là aussi, finalement, être une concession à des propos qui n'auraient plus aujourd'hui l'heure de plaire. Donc on a un sujet qui s'est quand même considérablement, j'allais dire, densifié depuis un certain nombre d'années, et qui montre que, finalement, on n'est pas clair avec notre histoire, ce qui est fortement regrettable. William Tay, on a un problème avec notre histoire ? Je dirais qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est lointain, quasiment historique, qui remonte depuis les années 30, après la Première Guerre mondiale. Et c'est ce que Marc Bloch disait dans la question de l'étrange défaite. Il y a une partie des élites françaises qui ont honte, et notamment ça a été marqué par la question de la collaboration, qui ont honte de la grandeur française et qui préfèrent en fait se repentir. Et c'est un discours qu'on retrouve souvent, pas uniquement sur Napoléon, mais c'est évidemment sur la question de la colonisation, sur la question algérienne, etc. À chaque fois, on a tendance, ou même sur la question de la collaboration, à revenir sur le passé pour mettre en avant uniquement les mauvais côtés, plus que les bons côtés. On met plus en avant la rafle du Vel d'Hiv que la victoire de Napoléon Bonaparte ou les commémorations du bicentenaire de l'empereur. On met plus en avant les échecs français plutôt que les grands succès français. Moi, j'étais à Londres dernièrement, et eux, ils n'ont pas fait semblant. Ils ont une place qui s'appelle Waterloo, en l'honneur de la défaite de Napoléon Bonaparte. Donc moi, je pense qu'il y a un sujet sur la question des élites. Je pense que les élites françaises doivent retrouver un discours et retrouver un chemin qui nous retrouve dans une certaine grandeur. Je pense que les Français, globalement, pour répondre à la question du malheur français, cherchent l'héritier moderne de l'empereur des Français et du général de Gaulle. Ça, c'est mon intime conviction, parce qu'à peu près, quand vous avez analysé les déclins et les remontées françaises, tous les siècles, la France est en déclin, et puis remonte. Vous avez eu le cardinal de Richelieu, vous avez eu Louis XIV, vous avez Napoléon Bonaparte, vous avez le général de Gaulle. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est plus contemporain, c'est la question de la cancel culture.
Cancel culture, bon, malheureusement, c'est nous qui l'avons exporté d'abord aux États-Unis, dans les facs américaines, et puis les facs américaines ensuite. Ça vient de chez nous avant de revenir en France, comme un boomerang. Initialement, ça vient un peu des idées des sociologues français, donc malheureusement, c'est pas notre meilleure idée d'exportation. Et la question de la cancel culture est compliquée parce qu'auprès des jeunes, c'est difficile aujourd'hui, en lien avec le sujet qui était précédent sur la question de la fierté française, d'assumer un discours avec la complexité de l'histoire. C'est compliqué d'expliquer des éléments passés avec une lumière qui est uniquement d'analyse uniquement d'aujourd'hui. Et ça, le problème de la cancel culture, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde veut devenir ce qu'il n'est pas. Ça veut dire que vous avez des personnes qui considèrent qu'il ferait mieux que le boulot de Didier Deschamps à chaque Coupe du Monde, et on aura le sujet à la fin de l'année. Les gens considèrent qu'ils auraient mieux fait une sélection de Didier Deschamps. Et des gens aujourd'hui considèrent qu'il fera un meilleur boulot que les historiens. On laisse les historiens juger sur la question des grandeurs et des méfaits qui sont passés. Et puis surtout, il faut que la France soit fière d'elle-même. C'est-à-dire que la France a une histoire qui est millénaire. On a survécu à des défaites, des occupations, à des guerres. Il y a des bons et des mauvais côtés. Mais tant qu'on ne comprendra pas la complexité de notre histoire, c'est comme si on rejetait nos parents. Et on assume nos parents, on comprend ce qu'on est nous-mêmes, et puis comme ça, on se projettera vers l'avenir. Allez, dans un instant, on va parler de la sécheresse qui concerne